Dans cette vidéo, on va parler du système immunitaire avec dans un premier temps les définitions, quelques généralités et ensuite on parlera des cellules de l'immunité avec les cellules présentatrices de l'antigène, les CPA, les principaux lymphocytes et les trois types de granulocytes. Donc dans un premier temps, quelques définitions avec les généralités pour commencer. Donc l'immunité, ça correspond à l'ensemble des mécanismes de défense d'un organisme contre des agents étrangers, comme par exemple des bactéries, ou contre des éléments propres à l'organisme, mais qui ont été modifiés, par exemple les cellules cancéreuses. Le système immunitaire, ça correspond à l'ensemble des organes, des tissus, des cellules et des molécules qui participent à ces défenses, donc c'est l'ensemble des acteurs de l'immunité. Et la réponse immunitaire, c'est la réaction coordonnée de tous les acteurs de l'immunité pour combattre une infection. Ce qu'on appelle l'anté-immunité, c'est l'ensemble des mécanismes de défense qui existent avant toute rencontre avec un agent pathogène, indépendamment de toute activation immunitaire spécifique. Donc ces caractéristiques essentielles est d'être présente avant toute exposition à un antigène, d'être non spécifique, et c'est ce qui constitue au final la première barrière de protection de l'organisme. Donc ça peut être une barrière physique comme la peau et les muqueuses, puisqu'on sait que l'épithélium est très jointif, avec des cellules qui sont donc très serrées et qui empêchent la pénétration de bactéries pathogènes ou de toxines, etc. Ça peut être aussi une barrière chimique, avec par exemple l'acidité gastrique, la production de lysozyme ou de peptides antimicrobiens. Et à ce titre, on retrouve un rôle important du microbiote dans l'anté-immunité, puisque le microbiote, par un effet de compétition et par la production de peptides antimicrobiens, va pouvoir contrôler la prolifération des bactéries pathogènes. Donc parfois, l'anté-immunité, elle est considérée comme une composante passive de l'immunité innée, mais c'est quand même bien de séparer les deux, puisque dans l'anté-immunité, on n'a pas d'activation cellulaire, on n'a pas d'activation du système immunitaire, contrairement à l'immunité innée. C'est plus ici justement la notion de première barrière de protection avant qu'un pathogène soit rentré et qu'on commence d'ailleurs à stimuler l'immunité innée. Donc qu'est-ce qu'on entend par l'immunité innée ? C'est l'ensemble des mécanismes de défense qui sont immédiats et non spécifiques et qui sont capables de reconnaître des motifs moléculaires généraux ou des signes de danger. Donc les structures qui sont reconnues, c'est d'une part des motifs moléculaires qui sont conservés chez les micro-organismes, on les appelle les MAMPS, ou uniquement chez les pathogènes, ça correspond aux PAMPS. En pratique, les deux termes, MAMPS et PAMPS, sont équivalents. Parmi les structures reconnues, on a aussi des motifs moléculaires qui sont associés aux dommages cellulaires. Donc ça peut être des fragments d'ADN ou de cellules qui sont libérés par les tissus lorsqu'ils sont infectés ou agressés. Et ceux-là, on les appelle les DAMPS. Donc les principales caractéristiques de l'immunité innée, c'est d'être rapide. Elle se met en place en quelques minutes à quelques heures. Elle est non spécifique d'un antigène précis, puisque comme on l'a dit, les éléments qui sont reconnus sont des motifs moléculaires qui sont assez généraux, qui sont assez conservés, donc soit des marqueurs de notre propre tissu, soit des marqueurs qu'on retrouve de façon générale chez beaucoup de micro-organismes. Donc en ce sens, ça s'oppose à l'immunité adaptative qui, on le verra, sera spécifique d'un antigène vraiment spécifique, donc d'une petite partie donnée qu'on retrouvera uniquement chez une bactérie d'un tel type ou sur un bout d'un virus de tel type, etc. Mais voilà, quelque chose de très spécifique. Là encore, contrairement à l'immunité adaptative, dans l'immunité innée, il n'y a pas de mémoire. Puisqu'elle ne reconnaît pas un antigène spécifique, elle n'a pas à le mettre en mémoire. Elle reconnaît de base toujours les mêmes types de motifs moléculaires. Et le dernier élément de l'immunité innée, c'est d'être présent dès la naissance. C'est ce qui lui donne justement son nom. Inné, c'est quand c'est présent de manière constitutionnelle dès la naissance, contrairement à une immunité qu'on appellerait acquise. Les principaux acteurs de l'immunité innée, on les détaillera tout à l'heure, c'est des cellules dans un premier temps, avec les macrophages, les cellules dendritiques, les granulocytes neutrophiles ou les cellules natural killer par exemple. Ce sont aussi des médiateurs solubles, donc des protéines, comme par exemple les cytokines ou les molécules du complément. Et au niveau de ces différentes cellules, on retrouvera des récepteurs spécifiques
qui sont des récepteurs de reconnaissance pour ces motifs particuliers, donc on les appelle les PRR, et ce sont eux qui vont pouvoir reconnaître les MAMPS ou PAMPS et les DAMPS. Ces récepteurs, on peut les retrouver donc sur les cellules ou de façon soluble, par exemple avec les molécules du complément. Les fonctions clés de l'immunité innée, c'est l'élimination initiale des pathogènes, le déclenchement de l'inflammation, donc la réaction inflammatoire, et surtout d'activer et d'orienter l'immunité adaptative ou acquise ou spécifique. Donc on sépare l'immunité innée et l'immunité adaptative, mais elles fonctionnent en réalité main dans la main, et on a besoin de l'une et l'autre pour avoir une immunité qui soit fonctionnelle et efficace. Donc maintenant, l'immunité adaptative, qu'on appelle aussi acquise ou spécifique, c'est une réponse immunitaire spécifique d'un antigène qui repose sur la reconnaissance fine de déterminants antigéniques par des récepteurs spécifiques qui sont issus de recombinaisons génétiques. Donc les caractéristiques de l'immunité adaptative est d'être beaucoup plus lente à s'installer, ça va prendre plusieurs jours, puisqu'il va falloir justement sélectionner les cellules qui sont spécifiques de l'antigène. Donc pour les trouver, ça prend un certain temps. L'immunité adaptative est donc très spécifique et elle est aussi dotée d'une mémoire immunologique, ce qui permet de mettre en réserve la connaissance d'un antigène spécifique pour pouvoir, lors d'un second contact, avoir une réponse qui soit plus importante, plus durable et plus efficace. C'est la base du fonctionnement d'un rappel après un vaccin pour avoir une réponse secondaire qui soit amplifiée et plus efficace. Les principaux acteurs de l'immunité adaptative, ce sont les lymphocytes, avec les lymphocytes T4 ou auxiliaires, les lymphocytes T8 ou cytotoxiques, et les lymphocytes B, principalement grâce aux anticorps qui seront produits suite à leur activation. Les récepteurs spécifiques de l'immunité adaptative, dont on parlait avec la définition, sont le BCR, qu'on retrouve sur les lymphocytes B, et le TCR, qu'on retrouve sur les lymphocytes T. Chaque récepteur, donc BCR ou TCR qu'on retrouve sur ces lymphocytes, va être spécifique d'un antigène très précis, et c'est la base de la spécificité justement de l'immunité adaptative. Les principales fonctions de l'immunité adaptative sont l'élimination ciblée des pathogènes, la protection durable lors de réexposition grâce à la mémoire immunitaire, et c'est du coup la base de la vaccination. Donc l'immunité cellulaire, ça correspond à la branche de l'immunité qui est médiée principalement par des cellules effectrices sans intervention directe des anticorps. Donc comme son nom l'indique, l'immunité cellulaire repose sur des cellules et leur coopération. L'immunité cellulaire est essentielle contre les pathogènes intracellulaires, contre le rejet de greffe et au niveau de la surveillance tumorale. Les principaux acteurs sont les lymphocytes T8, donc cytotoxiques, les lymphocytes T4, les natural killers et les macrophages activés. Les cellules cibles qui vont être détruites de manière privilégiée sont les cellules infectées par des virus, les cellules tumorales et les cellules issues de greffes allogéniques, c'est-à-dire entre deux individus de la même espèce, mais qui ne sont pas des vrais jumeaux, donc qui n'ont pas les mêmes gènes, c'est-à-dire pas les mêmes marqueurs du soi. L'immunité humorale, elle s'oppose à l'immunité cellulaire, puisqu'ici c'est la branche de l'immunité qui n'est pas médiée par des cellules, mais au contraire par des molécules solubles, essentiellement de nature protéique. Ses principaux effecteurs sont les anticorps, qui sont produits par les lymphocytes B activés et ensuite différenciés en plasmocytes, mais aussi le complément, principalement dans un mode d'activation qui est le mode d'activation classique. Donc l'immunité humorale est majoritairement spécifique de l'antigène et dépend de la reconnaissance directe de l'antigène par un lymphocyte B au niveau de son BCR. L'immunité humorale est complémentaire de l'immunité cellulaire puisque les anticorps et certaines molécules du complément vont venir augmenter l'efficacité de l'immunité innée et de l'immunité adaptative au niveau cellulaire. Donc les principales fonctions de l'immunité humorale sont en fait les fonctions des anticorps et des molécules du complément. Donc on retrouve la neutralisation des toxines et des virus, essentiellement par les anticorps. On retrouve la facilitation des phénomènes de phagocytose et de destruction par les cellules de l'immunité innée, c'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Et avec les anticorps de type IgA, on retrouve la notion de protection des muqueuses.
Donc maintenant qu'on a présenté un petit peu l'immunité, on va voir la notion de soi pour pouvoir la distinguer de ce qui n'est pas le soi, donc la notion de non-soi. Donc ce qu'on appelle le soi, c'est l'ensemble des structures moléculaires, cellulaires et tissulaires qui sont propres à l'organisme et qui sont donc reconnues comme légitimes par le système immunitaire et qui sont donc tolérées par le système immunitaire. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de maladie auto-immune. Ça repose donc sur un principe fondamental, le système immunitaire va être éduqué à ne pas réagir contre les molécules du soi. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Comme je le disais en intro, la reconnaissance du soi, elle est indispensable pour prévenir les phénomènes d'auto-immunité, donc pour éviter les maladies auto-immunes, en éliminant justement par cette éducation du système immunitaire les lymphocytes qui seraient autoréactifs, donc qui auraient tendance à vouloir détruire des molécules du soi. Le principal représentant du soi, c'est le CMH pour complexe majeur d'histocompatibilité. Donc histo, ça veut dire tissu. On comprend ici que le CMH est impliqué dans la compatibilité tissulaire et la reconnaissance du soi. Donc le CMH, c'est quoi? C'est un ensemble de molécules qui sont à la surface des cellules et qui sont codées par des gènes hautement polymorphes. Ces molécules vont permettre la présentation des peptides antigéniques aux lymphocytes T, donc à l'immunité adaptative. Donc il faut voir ça un petit peu comme la carte d'identité de nos cellules, puisque le CMH constitue cette signature moléculaire du soi. Donc c'est ce qui permet d'une part à notre système immunitaire de reconnaître nos cellules, de savoir qu'elles appartiennent bien à notre organisme et qu'il faut donc les tolérer et ne pas les attaquer. D'une autre manière, quand les lymphocytes T reconnaissent un antigène, cet antigène doit être présenté par une cellule compétente via son CMH. Donc à ce titre, le CMH permet à l'immunité adaptative de savoir que c'est bien une cellule de notre organisme qui lui présente un antigène à reconnaître et donc à détruire. Les lymphocytes T ne peuvent pas reconnaître un antigène s'il n'est pas présenté par le CMH, donc par un marqueur du soi. Donc on a deux classes principales de CMH, la classe 1 et la classe 2. Les molécules de CMH de classe 1 sont présentes sur toutes les cellules nucléées, donc toutes les cellules qui ont un noyau, donc quasiment toutes les cellules de l'organisme, sauf les globules rouges. Donc on verra qu'il y a un autre système pour les globules rouges. Les molécules du CMH de classe 1 permettent de présenter des peptides endogènes à des cellules spécifiques qui sont les lymphocytes T8 ou lymphocytes T cytotoxiques. Pour les molécules du CMH de classe 2, maintenant, elles sont uniquement présentes à la surface des CPA, donc les cellules présentatrices de l'antigène. Ces cellules vont pouvoir présenter des peptides exogènes à des lymphocytes qui sont les LT4 ou lymphocytes T auxiliaires. On retrouve une implication des gènes qui codent pour les molécules du CMH de classe 2 dans de nombreuses maladies auto-immunes. Donc on a par exemple le DQ2, DQ8 dans la maladie cœliaque, le DR3, DR4 dans le diabète de type 1, la liste est longue. Donc les gènes qui codent les molécules du CMH sont classiquement appelés les gènes HLA, et c'est là où on retrouve toute cette liste d'allèles spécifiques, donc les DQ2, DQ8, etc., dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un polymorphisme énorme au niveau des gènes du système HLA ou CMH, ce qui fait que deux individus n'auront jamais le même CMH, donc le même système de gènes HLA. C'est la base des rejets de greffe, puisque quand on va greffer des cellules d'un donneur à un receveur, les marqueurs du soi seront différents, les molécules du CMH seront différentes, et le système immunitaire du receveur va pouvoir attaquer les cellules greffées, les cellules transplantées, et les détruire. Donc pour éviter ce rejet chronique, il y a deux choses à mettre en place. Déjà, essayer de trouver un donneur et un receveur qui soient le plus proche possible au niveau de leur marqueur du soi, donc au niveau de leur CMH, et ensuite donner des immunosuppresseurs au long cours, donc toute la vie, pour essayer de ralentir le plus possible ce rejet chronique. Donc comme on l'a mentionné, les molécules du CMH sont présentes finalement uniquement sur les cellules nucléées, ce qui n'est pas le cas des globules rouges. Donc les hématies ont un autre système de marqueurs du soi qui est le système ABO. Donc ce système ABO, ça correspond à des antigènes de nature glucidique qui sont exprimés à la surface des hématies et qui sont donc déterminés génétiquement. Ces antigènes constituent des marqueurs du soi au niveau sanguin, donc essentiellement présents sur les hématies. L'organisme ne va pas produire d'anticorps contre les propres molécules du système ABO, mais va par contre produire des anticorps contre les antigènes qui ne sont pas présents chez un individu donné. Donc les différents groupes associés sont le groupe A pour l'antigène A, le groupe B pour l'antigène B
le groupe AB qui a à la fois l'antigène A et l'antigène B, et le groupe O qui a ni le A ni le B. Donc un individu par exemple dont les hématies portent à la fois l'antigène A et l'antigène B, et qui sera donc du groupe AB, ne fera pas d'anticorps ni contre le A ni contre le B, puisque ça fait partie du soi, c'est toléré par le système immunitaire. Mais si on prend par exemple quelqu'un qui est uniquement du groupe A, et qui donc a uniquement l'antigène A sur ses hématies, n'ayant pas l'antigène B dans ses propres cellules, il va pouvoir produire des anticorps dirigés contre cet antigène, donc le B, par exemple dans le cas d'une transfusion qui soit non adaptée. Donc s'il reçoit du sang de quelqu'un qui a un groupe AB, son organisme va reconnaître le B comme étant un envahisseur, ou en tout cas quelque chose qui n'appartient pas au soi, et on aura donc des anticorps anti-B qui vont être produits. Donc en association à ce système ABO, on a aussi le système du rhésus qui est associé. Donc c'est pour ça que vous entendez par exemple O négatif. Le négatif veut dire qu'on n'a pas l'antigène du rhésus. Et si on parle par exemple du O positif, ça veut dire qu'il y a l'antigène spécifique du rhésus. On l'appelle aussi antigène D. Donc par exemple, les donneurs universels sont les groupes O négatifs, puisque sur les hématies de ces personnes, il n'y a ni l'antigène A, ni l'antigène B, ni l'antigène du rhésus. Donc si on fait une transfusion à partir de ce sang, ça ne déclenchera aucune production d'anticorps chez le receveur, quel que soit son groupe sanguin. A l'inverse, les individus AB positifs sont des receveurs universels. Ils peuvent recevoir n'importe quel groupe, puisqu'ils ont déjà finalement dans leurs hématies les différents antigènes, donc le A, le B et celui du rhésus. Donc ils ne feront d'anticorps en réponse à aucun type de sang, puisqu'ils ont déjà tous les antigènes. On a donc défini le soi, ça s'oppose à la notion de non-soi. Donc le non-soi, c'est toute structure moléculaire qui est étrangère à l'organisme, qui est donc absente de son patrimoine génétique et qui est susceptible d'être reconnue comme étrangère par le système immunitaire. C'est par exemple tous les micro-organismes, donc les bactéries, virus, les parasites, les champignons, etc. Mais aussi les toxines, donc certaines bactéries ou champignons peuvent produire des toxines qui seront reconnues par le système immunitaire. On retrouve aussi les antigènes de greffe, donc comme je parlais tout à l'heure. Lors d'une greffe qui n'a pas lieu entre deux vrais jumeaux, on aura forcément des marqueurs du soi différents. Ces cellules donc qui appartiennent à un autre individu sont reconnues comme du non-soi. Il en va de même pour les transfusions incompatibles dont je parlais aussi juste avant, avec la production d'anticorps anti-A ou anti-B ou dirigés contre le rhésus. Donc les conséquences de l'introduction de non-soi dans un organisme, ça sera l'activation des réponses immunitaires, à la fois innées et adaptatives, et donc via l'immunité adaptative, la production d'anticorps spécifiques et ou de lymphocytes spécifiques. En complément de la notion de non-soi, on a la notion de soi modifié. Donc le soi modifié, c'est l'ensemble des structures qui appartiennent à l'organisme, mais qui ont été altérées suffisamment pour devenir immunogènes, c'est-à-dire pour générer une réaction immunitaire. Donc il y a différentes origines possibles à la notion de soi modifié. Ça peut être une infection virale, avec l'expression de peptides viraux sur nos cellules, et leur liaison possible aux molécules de CMH, donc du soi, en vue d'une présentation antigénique. Ça peut être aussi une transformation tumorale, avec l'expression de nouvelles molécules par les cellules modifiées qui deviennent cancéreuses. On peut retrouver aussi la fixation de substances exogènes sur nos cellules, comme par exemple des médicaments ou des substances chimiques qui vont venir modifier nos cellules et les rendre reconnaissables par le système immunitaire. Et en dernier, on peut retrouver aussi la modification chimique ou structurale de certaines protéines, par exemple par des phénomènes d'oxydation ou des phénomènes de glycation. Donc les conséquences de la modification de nos cellules avec la création du soi modifié, c'est la reconnaissance par l'immunité cellulaire ou humorale, donc par l'immunité adaptative, et c'est donc la base physiologique des maladies auto-immunes, de l'immunité antitumorale, puisque le système immunitaire a parmi ses rôles le fait de contrôler et dégrader les cellules cancéreuses qui commencent à se créer dans l'organisme. On retrouve aussi certaines allergies médicamenteuses, comme la pénicilline, et des réactions inflammatoires à l'encontre des protéines oxydées ou altérées, comme on peut le voir par exemple au niveau de l'athérosclérose, donc les plaques qu'on retrouve dans les artères. Donc on a parlé plusieurs fois de la notion d'antigène,
mais on n'a pas vraiment défini ce que c'était. Donc un antigène, c'est toute molécule ou structure qui est capable d'être reconnue spécifiquement par un récepteur immunitaire, comme un TCR, un BCR ou encore un anticorps soluble. Donc pour rappel, le TCR, c'est le récepteur des lymphocytes T, le BCR, c'est le récepteur des lymphocytes B. Ce sont donc les récepteurs au niveau de l'immunité cellulaire adaptative. Donc les propriétés essentielles d'un antigène, c'est la spécificité de sa reconnaissance par le système immunitaire adaptatif, donc à la fois cellulaire et humoral, via les anticorps solubles. Donc un antigène peut être exogène, c'est-à-dire extérieur à l'organisme, avec par exemple un fragment d'un pathogène, une bactérie ou autre, mais il peut aussi être endogène, avec la notion de soi ou de soi modifié. Donc un antigène n'est pas toujours immunogène. Par exemple, les antigènes du soi sont reconnus et sont tolérés par le système immunitaire. Mais il faut quand même bien qu'on ait cette reconnaissance spécifique par le système immunitaire pour savoir ce qu'on attaque et ce qu'on n'attaque pas. Donc en dehors de toute maladie auto-immune, toutes les molécules ou structures qui nous appartiennent, qui appartiennent au soi, vont être reconnues spécifiquement par le système immunitaire, mais ne seront pas attaquées et seront donc simplement tolérées. Par contre, un antigène du soi modifié ou du non-soi est immunogène et sa reconnaissance va déclencher une réponse immunitaire. Enfin, avec les cancers, c'est pas toujours le cas parce que les cellules cancéreuses vont déprimer l'action du système immunitaire et bloquer justement la reconnaissance des antigènes du soi modifié par les cellules cancéreuses. On arrive à restaurer cette reconnaissance et cette destruction des antigènes modifiés par le système immunitaire avec la notion d'immunothérapie. Donc la partie spécifique de l'antigène qui va être reconnue par le récepteur, par des notions de complémentarité dans l'espace, c'est ce qu'on appelle un épitope. Au niveau d'un même antigène, on peut avoir plusieurs épitopes, ce qui permettra finalement de déclencher l'activation de plusieurs lymphocytes spécifiques, chaque lymphocyte étant spécifique d'un épitope donné, et ça permettra donc de déclencher la production de plusieurs types d'anticorps, chaque anticorps, là encore, étant spécifique d'un épitope donné. Donc tout ça, ça permet d'avoir une reconnaissance qui soit assez globale, très spécifique et très variée. Donc par exemple, avec une infection par un virus, on retrouvera plusieurs antigènes viraux, par exemple au niveau des protéines qui sont sur l'enveloppe du virus, et on pourra donc sélectionner plusieurs types de lymphocytes différents et faire plusieurs types d'anticorps différents, chacun étant spécifiquement dirigé contre les épitopes des différents antigènes de ce virus. Il en va de même pour les bactéries, les toxines, etc. Donc on a parlé plusieurs fois des anticorps, mais qu'est-ce que c'est ? Donc un anticorps, c'est aussi appelé une immunoglobuline, et c'est une protéine soluble qui est produite par des cellules qu'on appelle des plasmocytes, et qui sont des molécules capables de se lier spécifiquement à un antigène. Donc les anticorps, c'est à nous, et ça se lie aux antigènes, qui sont donc des fragments de pathogènes ou de cellules cancéreuses, etc. On le reverra par la suite, mais les plasmocytes, c'est des cellules qui sont issues de l'activation et de la différenciation des lymphocytes B. Les anticorps sont des protéines globulaires qui sont solubles, donc qui sont libres, qu'on va retrouver dans le sang, la lymphe, etc. et qui ont la même spécificité que le BCR du lymphocyte B qui a reconnu initialement l'antigène spécifique. Donc c'est finalement une version soluble du récepteur membranaire des lymphocytes B. On ne va pas trop s'attarder sur la structure, mais il y a globalement 2 chaînes lourdes plus 2 chaînes légères qui sont reliées par des ponts disulfures. On a toute une base de l'anticorps qui est un peu la base du Y, qui est constant, donc pour chaque classe d'anticorps, ça sera toujours la même structure. Et puis on a les extrémités du Y qui sont les régions variables. Donc c'est cette région-là qui va varier d'un anticorps à l'autre et qui sera spécifique de l'antigène. Donc on aura une sorte de reconnaissance par complémentarité dans l'espace entre les épitopes de l'antigène et cette partie hyper variable qu'on appelle le paratope au niveau des anticorps. Donc avec cette forme de Y, ça nous fait 2 paratopes, donc 2 zones de reconnaissance des antigènes par anticorps. On a plusieurs classes au niveau des anticorps. On a les IgM, qui sont les premiers produits lorsqu'on découvre un antigène. On a les IgG, qui sont ceux qui sont produits lors d'un deuxième contact avec un même antigène. Ce sont les principaux anticorps de l'organisme. Et ils ont la capacité de traverser la membrane placentaire. On a les IgA, qui sont intéressants pour la protection des muqueuses. Donc on les retrouve par exemple au niveau de la muqueuse intestinale, etc. On a les IgE qui sont impliqués dans certains types de réactions allergiques avec les hypersensibilités de type 1 et dans certaines réactions antiparasitaires, donc à l'encontre des parasites comme les vers par exemple.
Et en dernier, on a les IgD qui ont des rôles un peu obscurs, principalement régulateurs. Donc voilà, rien de spécifique à retenir pour cela. De façon globale, les anticorps permettent de neutraliser les pathogènes et les toxines. Donc en entourant la toxine ou en entourant le pathogène, ça empêche la toxine d'aller trouver sa cible et de déclencher un effet négatif dans l'organisme. Ça empêche aussi la bactérie ou le virus de rentrer dans des cellules et de déclencher des pathologies. On a aussi une fonction intéressante au niveau des anticorps, qu'on retrouvera aussi au niveau du complément, c'est le fait de faciliter la reconnaissance des pathogènes par certaines cellules de l'immunité innée et de faciliter ce qu'on appelle la phagocytose. Donc ça, c'est l'opsonisation. Les anticorps fonctionnent de concert avec les molécules du complément et on a certaines cellules dont les effets sont augmentés par la reconnaissance des anticorps, avec par exemple les phénomènes de cytotoxicité dépendante des anticorps. On retrouvera ça par exemple avec les cellules natural killer, ce qui montrera là encore un lien entre l'immunité innée, les natural killers, et l'immunité adaptative avec les anticorps. Donc maintenant qu'on a posé un petit peu les bases des principales définitions et des principaux termes qu'on retrouve dans l'immunité, on va pouvoir commencer à s'intéresser aux principales cellules de l'immunité. Donc dans un premier temps, les CPA professionnels, c'est-à-dire les cellules présentatrices de l'antigène professionnel. Donc les CPA professionnels, c'est des cellules qui vont être capables d'internaliser des antigènes exogènes, de les découper et de présenter des fragments issus de ces antigènes aux cellules adaptatives, donc aux lymphocytes. Donc la notion d'internaliser, c'est le fait d'endocyter des particules qui sont donc par exemple des bactéries ou autres par un phénomène de phagocytose. Donc c'est permis surtout par les cellules dendritiques et les macrophages qui ont donc la capacité de venir former des petites excroissances de membranes qu'on appelle des pseudopodes pour entourer la bactérie ou le truc à endocyter et justement l'internaliser, le faire passer dans la cellule, dans une vésicule d'endocytose qu'on appellera donc un phagosome. Ensuite, la notion de découper, c'est de venir faire une hydrolyse, donc par des enzymes qui sont issues des lysosomes, ce qui nécessite du coup la fusion entre le phagosome, qui contient par exemple la bactérie à dégrader, et le lysosome, qui est donc un organite de la cellule qui est riche en enzymes de dégradation, qu'on appelle des hydrolases, et qui possède aussi un pH acide. C'est pour ça qu'on les appelle un peu les petits estomacs de la cellule. Donc ici, ce qui est important dans le contexte de l'immunité, c'est que cette hydrolyse, elle est partielle. Donc elle n'est pas totale, donc elle va garder des petits morceaux, des petits fragments qu'on va appeler des peptides antigéniques. Et ce sont ces peptides antigéniques que la cellule va pouvoir présenter donc aux lymphocytes. Donc ici les lymphocytes 4, donc les LT4 ou lymphocytes auxiliaires, puisque les CPA possèdent des molécules du CMH de classe 2, ce qui permet de faire une reconnaissance spécifiquement par les lymphocytes T4. Donc tout ça, c'est les étapes qui sont nécessaires à cette notion de présentation antigénique par les CPA aux lymphocytes T4. Donc on retrouve les cellules dendritiques et les macrophages dont je viens de parler, qui ont une activité donc de phagocytose assez importante, et dans les CPA, on verra qu'on a aussi les lymphocytes B lorsqu'ils sont activés. Cette notion de présentation d'un antigène aux cellules de l'immunité adaptative, elle peut en fait concerner toutes les cellules qui ont un noyau, donc toutes les cellules nucléées, c'est-à-dire toutes les cellules qui présentent finalement des molécules du CMH de classe 1, cette fois, sur leur membrane. Elles peuvent donc, dans certaines circonstances, agir comme des cellules présentatrices, mais dans ce cas-là, elles présentent directement au LT8, donc qui deviendront les lymphocytes T cytotoxiques. Donc elles peuvent agir comme des CPA, mais on ne parle pas donc de CPA professionnels. Ce n'est pas leur job de base, elles peuvent juste le faire selon les conditions du milieu. Donc on va faire un petit point sur nos 3 principales cellules présentatrices de l'antigène. Donc dans un premier temps, les cellules dendritiques. Donc c'est de loin les plus efficaces pour l'activation des lymphocytes T, donc toujours les LT4 majoritairement. Donc les cellules dendritiques, on les retrouve dans les tissus périphériques comme la peau, les muqueuses, etc. C'est du coup dans ces endroits-là qu'elles vont récupérer l'antigène et ensuite elles vont migrer dans les organes lymphoïdes secondaires, donc par exemple les ganglions lymphatiques ou la rate ou les plaques de Peyer si on est au niveau de l'intestin. Et c'est donc dans les organes lymphoïdes secondaires qu'aura lieu la présentation aux lymphocytes. Donc on a beaucoup d'expressions de CMH de classe 2 sur les cellules dendritiques. Du coup, ce sont les principales cellules qui vont pouvoir aller stimuler les cellules immunitaires adaptatives, donc les lymphocytes, pour déclencher la réponse immunitaire adaptative. Les cellules dendritiques ont aussi une forte capacité de faire de la présentation croisée, donc c'est-à-dire grâce à leur CMH1, d'aller aussi présenter des antigènes directement aux lymphocytes T8.
Maintenant, les monocytes et les macrophages. Donc les macrophages, ce sont des cellules phagocytaires, donc elles font une phagocytose importante, et ce sont des cellules qui dérivent de la lignée myéloïde. Donc les macrophages, on les retrouve dans les tissus et ils dérivent finalement de monocytes qui étaient leurs précurseurs mais dans le sang. Donc quand les monocytes rentrent dans un tissu, ils deviennent des macrophages. Donc selon le tissu dans lequel on se trouve, le macrophage va porter un nom différent. Donc par exemple dans le système nerveux central, c'est les microgliocytes qui constituent donc la microglie de façon plus générale. Dans les os, on a les ostéoclastes. Dans les capillaires du foie, ce sont les cellules de Kupffer. Et au niveau pathologique, à l'intérieur des plaques d'athérosclérose qui se forment dans les artères, on retrouvera les cellules spumeuses, qui sont finalement des macrophages gorgés de lipides. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une capacité de phagocytose vraiment très importante. Donc les macrophages, dans les tissus, ils vont phagocyter à la fois les pathogènes, mais aussi finalement les débris cellulaires. Donc c'est un peu les cellules qui nettoient les tissus. Et en dernier, comme CPA professionnel, on a nos lymphocytes B activés. Donc ils peuvent agir à ce moment-là comme une cellule présentatrice de l'antigène, après avoir spécifiquement reconnu un antigène via leur BCR, donc via leur anticorps membranaire. À ce moment, on aura une interaction coopérative avec les lymphocytes T4, donc les lymphocytes T auxiliaires, et c'est cette coopération entre le LT4 et le lymphocyte B qui va permettre de déterminer le type d'immunoglobuline qui va devoir être produite par le lymphocyte B activé une fois qu'il est transformé en plasmocyte. Et ça, ce choix du type d'immunoglobuline, c'est ce qu'on appelle la commutation isotypique. De façon générale, les cellules présentatrices de l'antigène appartiennent à l'immunité innée, sauf les lymphocytes B qui sont finalement quand même des cellules de l'immunité adaptative. Donc maintenant, un petit point sur les lymphocytes. Donc on a les lymphocytes B d'une part, les lymphocytes T d'une autre part, deux sous-populations particulières qui sont les lymphocytes mémoire et les lymphocytes régulateurs qui peuvent être à la fois B ou T. Toutes ces cellules-là appartiennent à l'immunité adaptative et on a à part les lymphocytes natural killer qui sont finalement les seuls lymphocytes de l'immunité innée. Donc les lymphocytes B, ils ont la capacité de reconnaître des antigènes qui sont libres, c'est-à-dire sous forme particulière et non pas sous forme présentée. Donc ce sont des cellules qui maturent dans la moelle osseuse, contrairement aux lymphocytes T qui, eux, maturent dans le thymus. Ce qui permet aux lymphocytes B de reconnaître des antigènes, c'est leur anticorps membranaire, donc c'est ce qu'on appelle le récepteur des lymphocytes B ou des cellules B, donc le BCR. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont le CMH de classe 2, ce qui leur permet d'agir comme des cellules présentatrices de l'antigène. Donc eux, ils peuvent présenter, mais ils n'ont pas besoin qu'on leur présente un antigène, ils le reconnaissent de manière libre, de manière spécifique, donc par cette complémentarité dans l'espace entre la partie variable du BCR, donc le paratope, et certains domaines spécifiques de l'antigène, donc l'épitope. Une fois qu'un lymphocyte B a reconnu son antigène spécifique, il est activé, puis il se transforme ensuite en plasmocytes, donc qui sont des cellules qui vont permettre de produire des anticorps. On a aussi une partie des lymphocytes B qui vont évoluer en lymphocytes mémoire. Donc les plasmocytes, comme on vient de le dire, c'est finalement la version évoluée et différenciée issue d'un lymphocyte B qui a été activé. Et leur rôle, c'est de synthétiser en masse des anticorps sous leur forme soluble, sous leur forme libre, et non plus sous une forme membranaire. Donc ils n'ont plus d'action de reconnaissance, donc ils n'expriment plus le BCR sur leur membrane, mais finalement ils ont une activité de synthèse d'un anticorps qui aura la même spécificité que leur BCR. Donc pour cela, il faut qu'on retrouve les organites nécessaires à la synthèse protéique. Donc c'est le réticulum endoplasmique granuleux ou rugueux, donc le REG, et l'appareil de Golgi pour une maturation des protéines, donc ici des anticorps. Donc ce sont des cellules qui ne prolifèrent plus et qui vont avoir une durée de vie variable. Et leur rôle essentiel, donc, c'est la sécrétion d'anticorps, donc d'immunoglobulines, qui sont toujours spécifiques de l'antigène. Donc on aura le même paratope que sur le BCR membranaire. Donc on passe maintenant aux lymphocytes T. On a deux populations de lymphocytes T, les LT4 et les LT8. Donc les LT4, on les appelle auxiliaires, donc lymphocytes auxiliaires, ou helper en anglais, donc souvent vous les voyez écrits LTH. Donc pourquoi on les appelle auxiliaires ou helper? Finalement, c'est cette notion de coordination et d'amplification de la réponse immunitaire. Donc les LT4, c'est pas eux qui vont aller détruire des cellules, mais c'est eux qui vont gérer la réponse immunitaire.
et déterminer le type de réaction à mettre en place. Donc ils sont activés par la reconnaissance de peptides antigéniques à condition que ces peptides soient présentés par le CMH de classe 2, donc au niveau d'une cellule présentatrice de l'antigène. Et une fois qu'ils sont sélectionnés et activés, ils vont produire des cytokines, qui sont des petites molécules solubles de nature protéique, une sorte de petites hormones, qui vont pouvoir aller stimuler et moduler l'activité des autres cellules de l'immunité. Donc c'est ce qui permettra d'orienter vers un type de réponse immunitaire avec un certain type d'anticorps, un certain type de cellule qui va être activée, etc. Et donc comme on l'a vu tout à l'heure, on a une coopération avec les lymphocytes B pour leur faire choisir un type d'anticorps à produire, donc par la commutation isotypique. Les LT4 vont aussi permettre de communiquer avec les LT8 via ces cytokines et de les activer, et donc de les faire évoluer en lymphocytes T cytotoxiques. Les LT4 ont donc uniquement un rôle régulateur, et ce sont eux qui vont gérer justement le type et l'intensité de la réponse immunitaire. Sans ces cellules, qui sont un peu finalement les chefs d'orchestre de l'immunité, toutes les autres cellules effectrices ne savent pas quoi faire. Et c'est ce qu'on retrouve par exemple avec le sida, où le virus du VIH détruit finalement les lymphocytes T4, donc les lymphocytes T auxiliaires, et tout le reste de l'immunité ne sait plus quoi faire et donc ne réagit pas contre les pathogènes, et on se retrouve avec des infections opportunistes, des cancers, etc. Donc même si ce ne sont pas les LT4 qui détruisent physiquement les envahisseurs, ils sont vraiment absolument nécessaires pour que tout le reste de l'immunité puisse fonctionner correctement. On passe maintenant aux LT8, donc ce sont les lymphocytes T cytotoxiques. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir une action de cytotoxicité à l'encontre des cellules. Donc ils sont spécialisés dans l'élimination de cellules qui sont soit infectées, soit anormales. Et donc ça va commencer par la reconnaissance de peptides, là encore qui sont présentés, mais ici présentés par les molécules de CMH classe 1, donc finalement à partir de n'importe quelle cellule, à part les hématies. Une fois qu'ils sont activés, ils vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques effecteurs, et donc ce sont eux qui vont aller sur les lieux de l'infection par exemple et avoir un effet, donc un effet de cytotoxicité. Cette cytotoxicité, elle est médiée par des perforines qui vont aller faire des trous dans les cellules, et le granzyme qui va pouvoir rentrer dans la cellule grâce aux pores justement formés par les perforines et déclencher une apoptose. Donc cette perforation de cellules et cette apoptose de cellules cibles, elle va surtout se manifester à l'encontre des cellules qui sont infectées par des virus, ou bien des cellules tumorales, donc des cellules en phénomène de cancérisation, mais aussi en cas de greffe ou transplantation incompatible. Donc on l'a dit, nos lymphocytes B et nos lymphocytes T, une fois qu'ils sont différenciés, donc ils ont été stimulés, activés et impliqués dans une réponse immunitaire face à un antigène spécifique, une partie de ces lymphocytes, donc à la fois B et T, va pouvoir se différencier en lymphocytes mémoire et persister à long terme dans les tissus, donc essentiellement dans les organes lymphoïdes secondaires, pour pouvoir être stimulé si jamais cet antigène revient. Donc si le même antigène revient une seconde fois, on aura une réponse immunitaire secondaire qui sera plus rapide et qui sera amplifiée. Donc les lymphocytes B mémoire, ils ne sécrètent pas activement d'anticorps, mais ils sont prêts, et en cas de retour de l'antigène, ils vont pouvoir se réactiver beaucoup plus vite, refaire donc des plasmocytes et créer à ce moment-là beaucoup plus d'anticorps. À ce moment-là, on aura par exemple une commutation isotypique et on passera des IgM qui auront été faits sur une réponse primaire à des IgG par exemple, qui sont les principaux anticorps pour une réponse secondaire. En ce qui concerne les lymphocytes T mémoire, on a à la fois des LT4 et des LT8 pour pouvoir avoir ces deux principaux types de population de lymphocytes et faire donc une réponse secondaire qui soit la plus intense et la plus adaptée possible. Là encore, nos lymphocytes T et nos lymphocytes B vont pouvoir avoir des actions de régulation. Donc on a cette population particulière de lymphocytes B régulateurs et de lymphocytes T régulateurs qui ont globalement un rôle immunosuppresseur. Donc on va avoir avec cette population une production de cytokines anti-inflammatoires. Donc on retrouve par exemple l'interleukine 10 et le TGF-bêta. L'idée étant donc de diminuer l'action du système immunitaire. Par exemple, lorsque l'envahisseur a été détruit, il faut bien que le système immunitaire s'arrête et ne continue pas à détruire l'organe ou les tissus environnants, mais qu'on puisse passer à une phase de cicatrisation. Donc les lymphocytes régulateurs permettent de contrôler les réponses inflammatoires et permettent aussi les mécanismes de tolérance du soi et de prévention de tout ce qui est auto-immunité.
Du coup, si on manque de lymphocytes T régulateurs, il n'y aura pas ce signal d'arrêt et on risque d'avoir des inflammations qui durent dans le temps, donc des inflammations chroniques. C'est ce qu'on voit par exemple avec la maladie de Crohn où on a un déficit notable en TGF-bêta. Cette hyperactivité du système immunitaire peut aussi se retourner contre le soi et à ce moment-là, on retrouve des maladies auto-immunes avec par exemple le diabète de type 1, mais la liste est longue. En cas d'excès cette fois de lymphocytes T régulateurs ou de lymphocytes B régulateurs, on va avoir finalement un effet immunosuppresseur trop prononcé et donc une moindre capacité du système immunitaire à détecter les cellules tumorales ou à éliminer les pathogènes. Donc on peut se retrouver avec des cancers qui se mettent en place plus facilement et des infections qui deviennent chroniques puisqu'on n'arrive pas à éradiquer le pathogène. C'est aussi ce qui explique par exemple la faible efficacité des vaccins chez certaines personnes. Donc là on a fait le tour de nos lymphocytes au niveau de l'immunité adaptative, il nous reste les lymphocytes natural killers qui font donc partie de l'immunité innée. Donc les natural killers ont une activité cytotoxique, mais contrairement aux lymphocytes T8, donc cytotoxiques, on n'a pas de reconnaissance antigénique spécifique, donc pas de notion de présentation de l'antigène ou autre. Donc ils n'ont pas de TCR, ils n'ont pas de BCR, puisqu'on n'est pas sur de la reconnaissance d'un antigène vraiment très précis, on est toujours sur une cellule de l'immunité innée. Donc finalement, qu'est-ce que les natural killers reconnaissent ? Ils vont reconnaître l'absence de marqueurs du soi. Donc si on est sur des cellules bactériennes par exemple, ou des pathogènes, finalement ces cellules ne nous appartiennent pas, donc elles n'auront pas les marqueurs du soi. Donc finalement c'est cette absence de CMH de classe 1 qui va être reconnue par les natural killers et qui va déclencher leur action cytotoxique. Donc on retrouve les mêmes effecteurs pour la cytotoxicité que ce qu'on avait pour les lymphocytes T8, donc c'est-à-dire les perforines qui vont faire des trous et les granzymes qui vont déclencher une apoptose. Les natural killers ont aussi la possibilité de sécréter certains types de cytokines avec les interférons gamma qui ont surtout des actions antivirales. Et on retrouve une coopération entre l'immunité innée avec les natural killers et l'immunité adaptative avec les anticorps, puisque l'action cytotoxique des natural killers va être augmentée, facilitée, lorsque le pathogène est entouré d'anticorps spécifiques, et c'est ce qu'on appelle du coup l'ADCC, donc la cytotoxicité dépendante des anticorps. Donc ça va se faire parce que les natural killers vont reconnaître les fragments constants des anticorps qui sont eux-mêmes fixés sur le pathogène. Donc voilà pour les lymphocytes. On va maintenant passer au dernier type de cellules qui nous intéresse, donc les granulocytes. Donc les 3 types de granulocytes appartiennent à l'immunité innée. Donc les granulocytes, c'est quoi ? C'est des cellules qui vont être produites dans la moelle osseuse et qui vont ensuite circuler dans le sang, voire pour certains migrer dans les tissus. Donc ils ont un noyau avec plusieurs lobes. C'est pour ça qu'on les appelait avant les polynucléaires, quand on pensait qu'il y avait plusieurs noyaux, mais en réalité c'est pas plusieurs noyaux, c'est juste plusieurs lobes. C'est pour ça que maintenant le terme qui a été retenu, c'est plus la notion de granulocyte. Et ce terme fait donc référence à la présence de granulations dans leur cytoplasme, qui vont être riches en différents médiateurs, différentes enzymes, différentes molécules selon le type de granulocyte. Donc comme on l'a dit, ce sont des cellules de l'immunité innée, donc on a une forte implication des granulocytes dans les réponses inflammatoires, surtout les neutrophiles, et aussi donc dans les réponses anti-infectieuses, surtout à l'encontre des bactéries et de tout ce qui est moisissure, levure, etc., donc le règne fongique. Donc les principaux granulocytes, ce sont les neutrophiles, donc ce sont de loin les leucocytes les plus abondants dans le sang, puisque c'est à peu près 50 à 70% de tous les globules blancs qu'on retrouve dans le sang. Leur noyau est segmenté, donc on a en général entre 2 et 5 lobes, la plupart du temps on en retrouve 3. Et le terme de neutrophile fait référence au fait que les granulations sont assez peu colorées, puisque ce sont des cellules qui fixent très peu les colorants. Et donc dans les colorants, on le verra, on en a de 2 types, ceux qui sont plutôt acides, ceux qui sont plutôt basiques. Ici, les granulocytes ne fixant aucun des deux, on les appelle les neutrophiles. Voilà, ils sont neutres en termes d'affinité pour les colorants. Donc du coup, leurs granulations ne prennent pas les colorants. Ils vont avoir une durée de vie assez courte, donc quelques heures à quelques jours, et ce sont les granulocytes neutrophiles qui ont la plus grande capacité de phagocytose au sein de tous nos granulocytes. Donc ils peuvent détruire les envahisseurs via cette notion de phagocytose, donc avec une destruction à l'intérieur du phagosome grâce au lysosome,
Ils peuvent aussi dégranuler, donc finalement exociter le contenu de leurs granules, et à ce moment-là, ça libère beaucoup d'espèces réactives de l'oxygène, donc les ROS en anglais, et on a aussi donc une exocytose des enzymes lysosomales pour aller détruire les cellules pathogènes, les cellules ciblées, etc. Ils ont aussi la possibilité de sécréter ce qu'on appelle les nets. Donc c'est en anglais, mais littéralement, c'est en gros les petits pièges extracellulaires sécrétés par les neutrophiles. Et le terme donc en anglais est assez intéressant puisque net, c'est la notion de filet. Donc ici, ça forme vraiment comme des espèces de filets un peu collants qu'ils vont pouvoir balancer dans les tissus et les pathogènes vont pouvoir se fixer dessus, etc. Donc c'est vraiment cette notion de filet qui va piéger les pathogènes. Du coup, les neutrophiles sont vraiment des cellules importantes pour l'inflammation aiguë. On passe maintenant aux granulocytes basophiles, donc ils sont assez rares et on va surtout les retrouver dans les allergies immédiates, donc les hypersensibilités de type 1. Donc ils ont de grosses granulations qui sont basophiles, donc c'est-à-dire qu'ils vont fixer les colorants basiques qui sont des colorants bleus, comme par exemple le bleu de méthylène. Donc on va retrouver ces grosses granulations bleues qui peuvent parfois cacher un petit peu le noyau. Et du coup, ces granules contiennent de l'histamine et de l'héparine, ainsi que d'autres médiateurs de l'inflammation. Donc lorsqu'ils vont être stimulés, les granulocytes basophiles vont dégranuler et vont donc libérer de grandes quantités d'histamine, qui est vasodilatatrice, et c'est ça qui va être responsable des œdèmes, avec par exemple les œdèmes de Quincke et les chocs anaphylactiques qu'on peut retrouver dans les hypersensibilités de type 1, donc les allergies immédiates. Donc la physiopathologie de ces allergies implique aussi des IgE, donc un certain type d'immunoglobuline, donc d'anticorps. Et donc les granulocytes basophiles possèdent des récepteurs pour le fragment constant, donc la base des IgE. Et en gros, dans les hypersensibilités de type 1, on va avoir une sensibilisation des basophiles. Et cette sensibilisation des basophiles passe finalement par la fixation des IgE spécifiques de l'allergène sur la membrane du basophile. Et lors d'un deuxième contact avec un antigène, l'antigène va se fixer directement sur l'IgE qui est donc planté dans le basophile et le basophile va dégranuler, libérer beaucoup d'histamine et c'est là où on a les signes cliniques à cause des effets de vasodilatation. Et la dernière population de granulocytes, ce sont les éosinophiles. Eux, ils sont surtout impliqués dans la défense antiparasitaire, même si on les retrouve aussi un petit peu dans les réactions allergiques. Donc leur noyau est bilobé, donc il y a 2 lobes, et leurs granulations sont colorées en rose, donc elles sont éosinophiles. Elles vont fixer les colorants acides comme l'éosine, qui est donc un colorant rose. On retrouve les éosinophiles dans le sang et dans les muqueuses. Donc comme je l'ai dit juste avant, leur cytotoxicité, elle est surtout dirigée contre les parasites, donc par exemple les vers, comme les helminths, et on peut les retrouver au sein de certaines inflammations allergiques, donc certains mécanismes d'hypersensibilité. Donc voilà, avec cette vidéo un peu longue, on a vu les différentes définitions et les principales cellules de l'immunité, avec donc les CPA, les lymphocytes et les granulocytes.